Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau dans la suite du cours gestion de stock. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble la gestion calendaire de stock pour le cas d'une rotation nulle. Alors c'est parti. Bien. Alors, la gestion calendaire de stock à rotation nulle, c'est lorsqu'il n'y a pas de report possible des invendus aux périodes suivantes. C'est-à-dire que le produit ne peut pas être vendu dans des périodes ultérieures. Et donc là, c'est raté. Donc, c'est une rotation nulle. Donc, on détermine le niveau initial du stock qui représente donc le seuil S et qui donc représente la variable de commande. Donc là, dans le cas d'une gestion calendaire, c'est la période de révision calendaire. Donc là, c'est l'intervalle entre deux approvisionnements et c'est généralement fixé par la nature de l'approvisionnement. Bien, donc là, nous avons deux cas. Je vous rappelle qu'on est là dans une gestion de stock à travers les modèles statistiques. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on va utiliser donc là les lois, les tables, les lois statistiques. Et donc là, pour la gestion calendaire de stock à rotation nulle, nous avons deux cas. Nous allons traiter donc le cas de la distribution discrète pour la loi de Poisson et le cas de la distribution continue donc à travers la loi normale. Donc là, les deux cas, une distribution discrète et une distribution continue. Bien. Alors, commençons par la demande discrète ou la distribution discrète. Donc là, par la loi de Poisson. Donc là, on va traiter un exemple. Un cas pratique. Donc voici un pâtissier qui va mettre en fabrication des gâteaux chaque jour. Et supposons que le coût de fabrication c'est 25 dirhams avec un prix de vente de 60 dirhams unité. La demande et les quotidiennes de ce gâteau est d'environ 2,5 en moyenne. Donc là c'est la demande moyenne. Alors là, la demande notée X suit une loi de Poisson. Nous avons donc le petit tableau, nous avons donc les différentes valeurs de la demande et la loi de Poisson qui représente donc la valeur de la loi, la probabilité de chaque demande. Donc là, voici la distribution de probabilité du nombre X qui représente la demande de clients par jour pour le produit, c'est-à-dire le gâteau. Donc X indique une valeur possible de la demande et P de X, c'est la probabilité d'occurrence de cette valeur. Par exemple, pour 8,21 de chance sur 100 de n'observer aucun client par jour donné si les invendus sont donnés. Alors là, le problème c'est quoi? C'est combien mettre de gâteaux en fabrication par jour pour maximiser notre bénéfice. Donc, combien ce pâtissier doit mettre en fabrication de gâteaux par jour pour maximiser son bénéfice. Donc là, nous avons le coût de possession lié à l'invendu en période de journée. C'est 25 dirhams. C'est le coût bien de production, de fabrication. Donc, c'est 25 dirhams. Pour calculer le coût de rupture, c'est la différence. Donc c'est les ventes manquées, puisqu'il s'agit des ventes manquées. Donc là, c'est la différence entre le coût donc là, de vente et puis le coût de fabrication. Donc, c'est les 60 dirhams moins 25 dirhams, ce qui va donner 35 dirhams. Et on doit déterminer S, qui représente le stock initial, de manière à minimiser donc là le coût. Le coût, donc la fonction du coût, c'est bien le coût de possession plus le coût de rupture. Donc là, c'est les 25 IP plus 35 IR. Bien sûr, les IP représentent le stock moyen résiduel et IR représente le nombre moyen de rupture, comme nous avons déjà vu au niveau de la première vidéo introductive. Bien. Alors là, maintenant, on va calculer le nombre moyen de rupture, le IR. Donc, avant de déterminer le stock initial, S+, qui minimise ce coût moyen, C2S, comment calculer numériquement ce minimum, qui représente le nombre moyen de rupture? Alors, d'abord, il faut calculer le IR, c'est le nombre moyen de rupture. Nous avons le tableau, on calcule explicitement le nombre de ruptures en fonction du stock initial. Donc, nous avons le stock initial S. Et puis le X qui représente la demande, l'occurrence ou la probabilité de X c'est P de X, déjà vu. Et donc là, IR représente donc la somme de XI moins S fois la probabilité. Donc là, nous avons les valeurs de S, nous avons les valeurs de la probabilité. Il suffit juste de faire le produit des deux pour obtenir le IR. Et donc là, voici le IR de S pour les différentes valeurs de S. S égale à 1 jusqu'à S égale à 6. Alors là,
pour calculer le stock moyen possédé, IP, c'est la somme des XI égale à 0 jusqu'à S moyen, les S moins XI fois la probabilité. Donc, nous avons la probabilité. De la même manière, les valeurs de S, il suffit juste de calculer le IP en faisant, donc là, le produit, bien sûr, entre les deux valeurs. Et nous allons voir, donc, et nous allons, bien sûr, calculer les différentes valeurs de IP correspondant aux différentes valeurs de X et de S. Maintenant, pour calculer le coût, donc nous avons déjà calculé le IR, le IP, donc il suffit juste pour calculer le coût de stock de faire donc pour les différentes valeurs de S égale à 1 jusqu'à 6, voici donc le coût du stock. Et donc là, l'évolution du coût moyen de possession de stock, donc on constate ici à travers ce graphe que le minimum représente est donc obtenu pour un S égale à 3. Et bien c'est le minimum ou le seuil de stock, c'est pour un S égale à 3. Donc là, en général, on peut établir la relation entre IR et IP. Et donc, elle peut s'écrire de la manière suivante. Donc là, voici quand même une relation. Je vais vous donner une relation générale pour calculer le IP. Donc, le IP de S, c'est généralement S moins la moyenne X plus IR de S. La justification de cette formule est aisée si on va la recréer de la manière suivante. Donc, le IP, c'est bien S moins la valeur, donc là, de X moins IR. Donc, qui peut s'interpréter en disant que le stock moyen résiduel IP est égal au stock de départ S diminué à la demande moyenne satisfaite. Donc, quelle est la demande moyenne satisfaite? C'est bien les X moins IR. Et le stock de départ, c'est S. Et donc, la conséquence de cette relation, donc là, on peut exprimer le coût moyen. Donc, le coût moyen de stock, c'est à travers. Donc là, on sait bien que le coût de stock, c'est CRIR. Donc, plus CPIP, ce qui va donner, donc en remplaçant IP par sa valeur, donc nous allons déterminer une solution optimale qui minimise donc là le seuil, le stock initial. Donc C de S, le coût de stock, c'est bien CP fois S moins X plus CR plus CP fois IR. Donc là, c'est la formule générale permettant de calculer quand même le coût de stock. Donc, pour une solution optimale qui minimise quand même le seuil initial de stock, donc nous avons la formule suivante. Et puis, pour les conditions d'optimalité, il suffit que la CP moins CP plus CR fois la probabilité que X soit supérieur à S plus doit être supérieure à 0. Et que CP moins CP plus CR fois la probabilité que S plus que X soit supérieur à S plus moins 1 doit être inférieur à 0. Donc là, c'est pour les conditions d'optimalité. Ou encore S optimal, si bien sûr. Donc là, en regroupant les deux premières relations, nous allons voir que CP sur CP plus CR doit être comprise entre les deux types de probabilités, entre la probabilité que X soit supérieur à S plus et X supérieur à S plus moins 1. Donc là, c'est la formule pour les conditions d'optimalité ou que pour S+, le seuil initial soit optimal. Maintenant, en appliquant un autre, dans le cas de notre exemple de pâtissier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons CP sur CP plus CR, c'est bien les 25 dirhams sur 25 plus 35, ce qui va donner 0,417. Alors, en consultant le tableau donnant la probabilité que X soit supérieur à S, donc là c'est pour la loi de Poisson, nous allons voir que cette valeur de 0,417, elle est comprise entre deux probabilités, entre 0,2424 et 0,4562, ce qui représente les deux valeurs de X, X supérieur à 3 et X supérieur à 2. Et donc par identification terme à terme, le S plus ou S étoile doit être égal à 3. Donc, on peut conclure qu'il est optimal de produire chaque matin 3 gâteaux, soit la solution déjà déterminée numériquement que nous avons déjà déterminée à travers les tableaux. Alors là, je vais vous expliquer comment on a obtenu cette valeur de S égale à 3. Donc, en revenant à la loi de Poisson qui donne la probabilité que la loi de Poisson de l'onde supérieure à X,
Qu'est-ce que nous avons? Nous avons obtenu une valeur de 0,417. Alors là, cette valeur, selon l'ONDA, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons une moyenne, la demande moyenne déjà citée dans l'exemple, c'est 2,5. Donc là, x égale à 2,5. Donc en déterminant sur le tableau, quelles sont les valeurs là, les 0,417, elle est comprise entre deux valeurs, entre 0,2424 et 0,4562, ce qui correspond à x supérieur à 3 et x supérieur à 2. Eh bien, tout à fait normal que la valeur minimale sera x égale à 3. Et donc, ce qu'on a obtenu numériquement à travers les tableaux. Bien. Alors maintenant, les conséquences économiques de la solution optimale. Alors là, la rupture de stock. Dans le cas discret, comme celui de la production de gâteaux par exemple, le calcul de IR s'effectue comme suit. Qu'est-ce que nous avons? Donc IR de S, on a dit, c'est la demande moyenne, c'est lambda, fois la probabilité que X soit supérieur à S moins 1, moins S, fois la probabilité que X soit supérieur à S. Nous avons dans notre cas S égale à 3. Et dans ce cas, la demande moyenne, c'est lambda égale à 2,5. Donc, en appliquant ces exemples, donc en appliquant la relation à un autre exemple de pâtissier, nous aurons le IR de S pour S égale à 3, c'est 0,4133. Bien. Pour le stock moyen possédé également, pour le IP, qu'est-ce que nous avons? Donc la formule de IP, c'est S moins X où l'on a plus IR. Qu'est-ce que nous avons? Le S égale à 3. La demande moyenne, c'est 2,5. Et le IR, on l'a déjà calculé, c'est 413. Et donc, ce qui va donner 0,9, donc 9133 gâteaux. Donc là, c'est le stock moyen possédé. Pour donc le coût moyen de stock, il va être calculé de la relation suivante, donc CRIR plus CPIP. Donc juste en appliquant donc la relation à bien sûr à notre étude de cas, nous allons obtenir un coût moyen de stock égal à 35,29. Pour la marge nette, alors là la marge nette moyen qu'on a noté B est égale au produit de la marge unitaire par donc la demande moyenne diminuée du coût de stockage. Donc qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons une marge de 35 fois la demande moyenne qui est égale 2,5 moins le coût moyen de stock, c'est 37,29, ce qui va donner une marge nette moyenne de 50,21. Alors là, pour le cas d'une loi normale, donc là, on a traité le cas d'une demande qui est discrète pour le cas du gâteau. Maintenant, pour le cas d'une demande continue, donc là, c'est à travers la loi normale. Bien, revenons à un autre exemple d'illustration. Donc là, un marchand de journaux qui acquiert au quotidien à 2,8 dirhams l'unité auprès de son grossiste. Donc, il acquiert des journaux et il le vend à 3,5 dirhams et qui restitue aux grossistes les invendus au prix de 2,6 à l'unité. Donc là, c'est quand même, donc là, c'est des invendus, mais qui sont restitués, si on peut dire. On suppose que la demande quotidienne suit une loi normale de moyenne 300 et d'écart type sigma égale à 20. Et maintenant, le problème, c'est quel est le nombre d'exemplaires de journaux à commander S, de manière à minimiser le coût de gestion que représente donc le coût moyen de stock, c'est bien le C, CPIP plus CRIR. Qu'est-ce qu'on va calculer? Premièrement, le coût de rupture, le CR. Donc là, c'est lié à la perte d'une vente et donc ça vaut la marge bénéficiaire. Donc c'est les 3,5 moins 2,8, c'est bien 0,7. Alors, tandis que le coût de possession, c'est la perte enregistrée par l'invendu. Et donc là, c'est le prix d'acquisition, c'est les 2,6, les 2,8 moins 2,6 parce que ça, les journaux vont être restitués à 2,6 dirhams, ce qui va donner un coût de possession de 0,2. Alors là, nous avons la fameuse formule du coût de stock, c'est CPIP plus CRIR. Maintenant, les conditions d'optimalité dans ce cas, dans le cas d'une loi continue, c'est le coût
pour C étoile doit être égal à 0. Alors, pour la formule de IP, on la connaît très bien, c'est S moins X plus IR. Et on déduit à nouveau l'expression du coût de stock qui est en fonction de la seule variable IR. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on peut maintenant passer à la détermination de la solution optimale. Donc, qui détermine donc le S qui minimise donc là le coût du stock. Donc, en remplaçant chaque élément par sa formule, nous allons voir que pour donc là la condition optimale pour que S étoile soit optimale, la probabilité que X soit supérieur à S étoile doit être égale à CP sur CR plus CP. Donc là, c'est les conditions d'optimalité. Maintenant, en revenant à notre exemple de cas, le cas des journaux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons CP sur CR plus CP, c'est les 0,2 plus sur 0,7 plus 0,2, ce qui va donner une valeur de 0,2222. Alors là, c'est la valeur de la probabilité. Maintenant, on doit revenir à la table de la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire là, la loi normale centrée réduite. Donc là, nous avons une moyenne est égale à 1 et l'écart type est égal à 0. Maintenant là, il faut bien sûr la remplacer. Donc dans ce cas, x moins mu sur lambda, x moins la moyenne qui est égale à 300 sur les 20 qui représentent l'écart type, c'est bien la valeur de z. Et donc là, la table va nous donner que la valeur de z et puis on va calculer la valeur de s. Maintenant, pour le cas d'une loi normale centrée réduite, on lit que la probabilité. Alors, pour avoir la valeur de 0,22 que nous avons obtenue à travers le calcul de CP sur CR plus CP, donc quelle est la valeur de Z qui représente cette valeur-là? Donc là, c'est bien la probabilité que Z soit supérieure à 0,765. Parce que là, les 0,2221 sont comprises entre deux valeurs. Et puis, donc là, Z égale à 0,765. Et puis, pour calculer le S, il suffit que, donc S étoile moins 300 sur 20 égale à 0,765. Et puis, on va obtenir une valeur de S égale à peu près 315. Donc là, l'approvisionnement périodique optimal est donc 300,15. Vous allez me dire comment vous avez fait pour déterminer la valeur de Z. Donc, en revenant à la table de la loi normale centrée réduite, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons calculé CP sur CR plus CP, qui est égal à 0,2221. Donc, cette valeur, elle est comprise entre les deux valeurs, 0,2236 et 0,2206. Alors, ces deux valeurs correspondent bien à un ZI égal à 0,7 et ZJ comprise entre 0,06 et 0,07. Donc là, Z, c'est bien ZI plus ZJ. Donc là, si on peut dire, c'est 0,765. Bien. Alors là, maintenant, on va calculer les conséquences de la solution optimale. Alors là, pour le coût de la rupture de stock, le IR, donc là, c'est bien. Donc là, la fameuse formule lambda fois F de TS moins TS fois la probabilité que T soit supérieur à TS, ce qui est égal normalement à sigma fois G de TS. Alors là, on va également utiliser une autre table qui va donner la valeur de G de TS dans notre cas. Qu'est-ce que nous avons? TS, c'est quoi? C'est S moins X, la demande sur sigma. Donc, nous avons un S est égal à 315, moins la demande moyenne, c'est 300. Sur l'écart type, c'est 20, ce qui va donner un TS égal à 0,75. Donc, revenons à la table qui va donner la valeur de G de TS. Nous allons voir que G de TS pour un TS égal à 0,75, c'est bien 0,1312. Et donc, IR de S, c'est 20 fois donc sigma de G de TS. Alors là, voici la table qui nous donne la valeur de G de TS. Donc, pour un TS égal à 0,75, donc là, 0,7
est 0,05. La valeur de G de TS, c'est 0,1312. Alors là, pour IP, c'est la même chose. Nous avons la valeur de IP, la formule de IP, c'est S moins X plus IR. Le coût moyen, de la même façon, en appliquant la formule, c'est bien, nous allons voir un coût de 5,36. Et pour la marge nette moyenne, c'est bien. Alors là, la marge 0,7 fois la moyenne qui est égale à 300, moins le coût moyen de stock qui est égal à 5,36, c'est ce qui va donner une marge nette moyenne de 204,64. Et de cette façon-là, on a calculé quand même toutes les conditions économiques, toutes les conséquences économiques de notre solution. Alors, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez liké, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à partager avec vos proches. Et si vous regardez la vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Merci pour votre attention. Alors, la prochaine vidéo sera une vidéo sur toujours le cas de la gestion calendaire de stock, mais pour le cas d'une rotation non nulle. Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.